Alors, bonjour tout le monde. Alors, merci encore une fois d'être avec nous pour partager un midi-conférence. Aujourd'hui, dans le fond, on se concentre sur la mise à jour économique et financière que le ministre des Finances a présentée la semaine dernière. Euh, à vrai dire, je suis en train de dire ce que Suzy aurait dû dire, mais Pas grave. j'étais parti sur une lancée. Alors, je poursuis. Donc, merci, mais surtout pour souligner, je voulais prendre la parole dans le fond pour dire que c'est un travail d'équipe entre la fin du huis clos sur la mise à jour économique d'hier et la capacité de vous la présenter ce midi dans la prochaine heure et quart. C'est tout un travail d'équipe. Donc, Suzy, d'autres personnes à la chaire ont travaillé très tard, d'autres se sont levés très tôt pour que la présentation soit prête. Et même moi, j'étais dans les dernières relectures pour qu'on puisse partir ça du bon pied. Alors, Suzy, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose peut-être pour la Bah, période de questions. ouais, ouais, un petit mot. En fait, oui, tu m'as chippé mon petit bout de discours, donc je n'aurai pas long à dire. Merci d'être là, merci d'être si nombreux. Donc, oui, on va vous présenter ça aujourd'hui. C'est un travail, en effet, d'équipe important. Donc, la contribution de tous, là, c'est peut-être Luc qui va présenter et moi qui est là, probablement en tant que doyenne, c'est ce que mes collègues me diraient. Mais c'est vraiment un travail d'une grande équipe et on en est très, très content. Donc, je tiens à remercier l'ensemble des collègues qui y ont contribué. Oui, il y aura une courte période de questions à la fin. Je pense qu'on va y arriver là, dans le délai qui nous est imparti. Puis, idéalement par écrit, mais on va réouvrir les caméras et les micros à la fin, possiblement aussi si vous préférez y aller de vive voix. Euh, Puis juste noter que la conférence, elle est enregistrée, elle sera disponible sur le site ensuite. Donc, sur ça, je laisse la parole à Luc. À toi. Parfait, merci. Donc, dans le fond, à la lumière de tout le matériel de données qui apparaissait dans la mise à jour économique, ce qu'on peut faire ressortir, c'est qu'il y a de plus en plus d'incertitudes qui apparaissent du côté des perspectives économiques. Si on regarde juste la prévision de croissance économique du Québec pour l'année 2023, donc qui va commencer dans quelques semaines, en mars dernier, on prévoyait une croissance économique de 2 pour l'année 2023. Dans le rapport préélectoral présenté en août dernier, on était rendu à 1,7 de croissance économique attendue pour l'année 2023. Et là, dans la mise à jour, on est rendu à 0,7 de croissance pour l'année donc prochaine. On voit donc qu'il y a ça s'assombrit. Et ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est les nouvelles initiatives peuvent venir gonfler, dans le fond, les déficits budgétaires. Et ce qu'on a pu observer, puis ce qu'on va vous montrer dans les prochaines diapos, c'est si le gouvernement n'avait pas fait de nouvelles initiatives, ben, le budget de l'année en cours aurait été équilibré. Donc, faut garder ça à l'esprit. Mais malgré tout, il ne faut pas se décourager, même s'il devait arriver une récession. Les finances publiques du Québec sont en bonne posture pour rebondir suite à une récession. Bon, un dernier peut-être petit mot là, avant de lancer dans notre série de diapositives, c'est qu'il faut garder en tête là, ou quelques prémices à nos yeux. Là, il y en a qui ont commencé à nous parler. Oui, mais il n'y avait pas les baisses d'impôts sur le revenu qui avaient été promises dans la mise à jour économique. Mais il faut garder en tête qu'il y a peut-être des conditions préalables avant de faire ces réductions d'impôts-là. On peut penser actuellement la loi sur l'équilibre budgétaire. Les éléments contraignants de la loi ne sont pas en application. Donc, il faut d'abord réintroduire la pleine application de la loi sur l'équilibre budgétaire. Il faut s'assurer également qu'il y a un plan de résorption des déficits. Le ministre dit qu'il veut retrouver l'équilibre budgétaire d'ici du 27-28, mais de quelle ampleur seraient les déficits d'ici là ça doit être précisé. Aussi, on dit qu'on veut des nouvelles cibles d'endettement sur un horizon de 10 à 15 ans. Quelles seront-elles? Quels seront les versements requis au Fonds des générations pour atteindre ces cibles-là? Puis à nos yeux, ce n'est qu'une fois qu'on a tout fait ça, qu'on va voir s'il y a de la marge de manœuvre et à quel rythme on pourra le faire, procéder aux réductions d'impôts. Une fois qu'on a dit ça, donc, ça nous amène à dire, bien, le budget 2023 qui va être présenté au printemps prochain, bien, il va attirer toute notre attention pour voir si on est capable d'attacher tous ces éléments-là les uns après les autres pour garder le cap sur le retour à l'équilibre budgétaire et faire ce que les gens ont en tête en matière de promesses, notamment à caractère fiscal. Bon,
Toujours avant de débuter dans les illustrations, on peut dire qu'on retient 12 faits saillants en matière de finances publiques et de politique fiscale à l'intérieur de la mise économique. Donc, quels sont ces 12 faits saillants qu'on veut retenir là? Bien, comme on l'a déjà dit un peu dans le mot d'ouverture, il y a une prévision de croissance économique qui va être plus faible, donc significativement plus basse pour 2023, avec à peine 0,7 de croissance économique. On a pour une première fois un scénario alternatif. On projette un scénario de récession où, dans ce cas-là, pour l'année 2023, nous aurions plus de croissance économique du tout. À vrai dire, le PIB réel se contracterait de 1 pour l'année 2023. Il faut garder ça aussi à l'esprit. Si on regarde dans le scénario de référence, puisqu'il y a un scénario de récession, bien, on observe que l'économie du Québec, dans le scénario de référence, pour les prochaines années, serait à son plein potentiel économique, donc les pleines capacités de production. Un autre fait saillant qu'on peut retenir, évidemment, l'inflation a retenu beaucoup l'attention ces derniers cas. Bien, le pic, le sommet, serait en 2022 avec 6,8 %. Déjà pour l'année 2023, on anticipe une baisse de l'inflation à 3,7 et on s'aperçoit qu'à partir de 2024 et suivante, on serait dans une fourchette d'inflation environ 2 %. Donc ça, on garde ça également à l'esprit. L'autre élément qu'on peut garder à l'esprit, c'est qu'en l'absence de nouvelles initiatives, le budget du Québec aurait été équilibré pour l'année 2022-2023. On va vous le présenter en image et que le gouvernement maintient l'équilibre budgétaire pour 2027-28, malgré que, vous allez le voir, il y a toujours des déficits budgétaires qui sont indiqués les années précédentes à la hauteur de presque 3 milliards de dollars. Bon, on poursuit, mais évidemment, les faits saillants qu'on veut faire ressortir vont tendre de plus en plus vers le petit penchant qu'on a à analyser la fiscalité. Mais si on reste encore peut-être un ou deux éléments, il faut quand même garder à l'esprit que les revenus autonomes sont en forte croissance et une croissance régulière pour les prochaines années. Même si certains impôts sont peut-être plus fluctuants que d'autres, on pense à l'impôt des sociétés, on va pouvoir vous l'illustrer. Puis du côté des dépenses de portefeuille, elles augmentent beaucoup pour l'année 2022-2023. Vous allez voir aussi qu'elles augmentent un peu moins pour l'année, significativement moins, à vrai dire, pour l'année 24-25. On va parler de notre ratio de dette brute, on va vous illustrer ça. On va parler aussi des quelques mesures anti-inflation qui ont déjà été annoncées. Donc, qui ont déjà été annoncées, on va quand même en passer vite, mais on va quand même y revenir. Puis du côté de l'annonce fiscale qui fait peut-être le plus jaser, c'est la forte bonification du crédit remboursable soutien aux aînés. Donc, on va vous l'illustrer. Qui sont les bénéficiaires, qui sont les nouveaux bénéficiaires. Et comme dernier fait saillant, il y a le gouvernement du Québec qui a décidé d'introduire une taxe sur le vapotage et donc de s'harmoniser au gouvernement fédéral en matière de taxation du vapotage. Bon, c'est un peu long. Maintenant, on va partir avec donc le plan de notre présentation. Survol économique en quelques diapos, survol sur sur les enjeux de finances publiques en quelques autres diapos. Les mesures fiscales qui nous intéressent sont essentiellement le fruit de notre présentation d'aujourd'hui. Donc, pour l'économique, ce qu'on peut voir, c'est pour l'année en cours, l'année qui va se terminer au 31 mars prochain, bien, il y a une embellie. On prévoyait en mars dernier 2,7 d'évolution du PIB réel. Ça avait été revu dans le rapport préélectoral à 3,4. Finalement, ça serait 3,1. Donc, mieux que le budget, mais moins bon que les dernières prévisions publiées par le ministre à l'été 2022. Ça, c'est pour l'année 2022. Si on se concentre plus sur l'année 2023, bien là, on voit déjà que le PIB réel va croître rapidement. Mais cette fois, le changement, il se dégrade par rapport au budget de mars. Donc, en mars dernier, on prévoyait 2. Au rapport préélectoral, on prévoyait 1,7. Et là, on ne prévoit plus que 0,7 % dans la mise à jour d'hier. Puis, ce n'est pas illustré sur la diapositive, là, mais si on voulait regarder l'évolution du PIB nominal
celui qui génère l'augmentation des recettes fiscales, bien, en 2022, là, on est à 10 là. Donc, c'est pour ça que les recettes fiscales ont augmenté si vite, alors que le PIB nominal pour 2023 va être plutôt ramené à 2,8 là. Donc, ce pas des données qui sont dans la figure, mais ça permet quand même d'apprécier l'évolution des recettes qui va sous-tendre cette évolution du PIB. Je poursuis donc, je vous ai dit tantôt, le gouvernement a présenté ses projections économiques, puis il a aussi présenté un scénario alternatif de récession. Donc là, c'est le scénario de base, donc c'est les véritables projections économiques du gouvernement. On avait connu un 3,1 pour PIB réel pour 2022. On voit le 0,7 qui apparaît pour 2023. Et vous voyez par la suite, bien, on se ramène à notre croissance économique potentielle autour de 1,5 pour les années subséquentes. Ça, c'est le scénario de base de la mise à jour économique. Je vous amène maintenant le scénario alternatif qui prévoit une récession. Donc, si jamais une récession devait se produire, le ministre l'a dessiné d'une manière telle que, ou le ministère, de manière telle qu'en 2023, ce n'est plus une croissance économique de 0,7 que nous aurions, mais une décroissance de PIB réel de 1 plus tôt. Pour l'année 2024, on voit que la croissance serait moindre, 1,2 au lieu d'1,6. Puis vous voyez en fin de période, bien, on récupérait les effets économiques. Là, on aurait une relance par la suite plus forte où on aurait 1,1 point plus fort en 2025 qu'escompté dans le scénario de référence, puis de 0,9 points plus élevé en 2026. Donc, on récupérait l'effet récession plus tardivement. Évidemment, on va le voir plus loin, mais ça a des effets sur les recettes gouvernementales advenant ou le sol budgétaire advenant une récession. Bon, dans la mise à jour économique, on comparait également l'hypothèse de croissance du PIB réel de 0,7 pour l'année 2023. On peut la comparer avec les prévisions du secteur privé. Puis le secteur privé, tel qu'indiqué dans la mise à jour économique d'hier, prévoit pour 2023 une croissance plus faible que le ministère des Finances, donc 0,3 au lieu de 0,7. Donc, c'est quand même un écart qui est significatif, bien que sur l'ensemble de la période, la moyenne du secteur privé et les hypothèses du ministère des Finances amènent une croissance similaire. Mais il y a une divergence pour l'année 2023. Puis là, bien, en toute transparence, il faut quand même dire que le ministre des Finances, hier, a indiqué en conférence que les prévisions produites par le secteur privé ont été faites plus récemment que les prévisions du ministère des Finances, si bien qu'on peut penser que ça pourrait conduire, si le ministère des Finances aurait refait ses hypothèses de croissance en même temps que le secteur privé, il y aurait probablement eu une perspective de croissance plus faible pour l'année 2023, qui nous amène plus peut-être vers un scénario de non-croissance ou même, voire peut-être de récession. Bon, le concept est quand même un petit peu compliqué, mais ce que j'essaie de faire ici avec l'équipe de la chaire, c'est de dire, bien, est-ce que l'économie québécoise roule à son plein potentiel ou est-ce que l'économie est sous son potentiel? Alors, ce contraste ici, c'est en ligne noire pleine, mettons à gauche, là, on dit c'est la croissance du PIB réel attendue telle qu'on dans la mise à jour économique. Et en pointillé, c'est l'équipe de la chaire qui a tracé quel devrait être le PIB potentiel en fonction de la capacité de production du Québec. Puis on voit que dans le scénario de base, l'économie québécoise serait à son plein potentiel économique. Il faut le voir parce que plus loin, là, ça l'indique quand même est-ce qu'on fait des déficits lorsqu'on est à son plein potentiel économique. À droite, ce qu'on reprend comme scénario, c'est dans la mesure où il y avait plutôt le scénario de récession
tel que mis dans la mise à jour économique qui devait se concrétiser, bien là, évidemment, ce ralentissement ou même cette récession-là, vous voyez, ça l'amènerait l'économie, le PIB réel en ligne noire pleine, à être sous le potentiel économique. Vous voyez qu'on serait à près de 2 points sous le potentiel économique en 2023 et 2024. Et on voit qu'à partir de 2025, l'écart se refermerait pour tôt ou tard, l'économie québécoise retournerait à son plein potentiel économique, donc à sa pleine capacité de production. Donc, c'est un peu théorique, mais c'est important pour essayer de baliser aussi plus loin où on se situe par rapport à notre potentiel économique pour apprécier peut-être nos déficits. Bon, on arrive ici à un autre élément, un autre indicateur qui a fait beaucoup jaser cette année, c'est l'inflation. Donc, si on regarde ici, là, dans le budget, on prévoyait 4,7 pour l'année 2022. Dans le rapport préélectoral, on prévoyait 6,8. Puis finalement, c'est 6,5 dans le rapport préélectoral et 6,8 dans la mise à jour économique. On voit que le même phénomène s'observe pour 2023. Donc, dans le budget de l'année passée, on pensait que ça serait réglé. Dans le rapport préélectoral, on dit, oh, puis il y a encore un peu de passage à vide, puis ça va être un peu plus élevé. Puis là, encore une fois, on reconnaît que ça va être plus élevé pour 2023. Mais malgré tout, peu importe les documents analysés, on se ramène à la cible pour les années 24 à 26. Donc ça, il faut garder ça en tête. L'inflation était peut-être plus lourde que prévu, plus longue que prévu, mais on prévoit toujours un retour à une cible d'inflation dans la fourchette de 2 Un autre indicateur là, économique qui a pu être observé dans la mise à jour, c'est ce qu'on attend du marché du travail. Qu'est-ce qui est censé avoir comme création d'emplois dans les prochaines années? Puis là, bon, on met évidemment 2021 qu'il y a eu une forte création d'emplois parce que ça découlait d'une forte perte d'emplois en 2020 là, avec la pandémie. On voit aussi que 2022 a été une bonne année. Mais ce qu'on peut observer, c'est que 2023, c'est beaucoup plus modeste. Puis, à vrai dire, l'indicateur de création d'emplois pour 2023, le nombre d'emplois créés en milliers, est plus faible que ce qu'on avait pensé dans le budget 2022. Ça confirme aussi que les conditions économiques se dégradent. Puis, si vous voyez pour le reste de la période, ben, on est entre 20 et 25 000 en nouveaux emplois par année, donc beaucoup moins qu'on a pu le connaître dans le passé, ce qui témoigne d'un changement dans la structure démographique quand même assez clair au cours de ces années-là. Bon, ça terminerait un peu l'analyse sous l'angle plus économique du terme. On va maintenant prendre ces éléments-là qui nous ont servi à voir l'économique, puis on va s'en aller dans quelles en sont les répercussions sur nos indicateurs de finances publiques, à commencer par le solde budgétaire. Donc, si on regarde ici la prévision pour solde budgétaire, bon, il y a beaucoup de chiffres, mais on regarde aussi, ce qu'on regarde, c'est l'évolution. Fait que commençons par l'année 2022-23. Dans le budget de mars dernier, on pensait à un déficit de 6,5. Dans le rapport préélectoral, on prévoyait un déficit de 1,7. Puis finalement, suite à la mise à jour économique, on s'enligne pour un déficit de 5,2 pour l'année 2022-23. Gardez en tête, on va quand même vous expliquer pourquoi ce déficit-là est plus grand. Il est plus grand notamment parce que le gouvernement a décidé de faire des actions qui aggravent le déficit. Donc, certaines mesures qui ont été annoncées au cours de l'automne. Et là, vous voyez que malgré tout, le ministre dit qu'il va retrouver l'équilibre budgétaire en 2027-28, l'année qui n'apparaît pas, l'année qui suit notre graphique, mais que pour y arriver, ils vont quand même être confrontés à des déficits de l'ordre de 3 milliards de dollars par année dans les 3 dernières années avant le retour à l'équilibre budgétaire. Donc, ce ne sera pas si facile que ça, retrouver l'équilibre budgétaire. Puis là, je vous dis que vous voyez que dans la mise à jour, on a une aggravation des déficits par rapport au rapport préélectoral notamment. Bien, ça découle notamment, donc, des nouvelles initiatives. Le gouvernement, depuis l'élection,
ou depuis le rapport préélectoral, a fait pour 13,9 milliards de nouvelles initiatives sur la période 2022 à 2026. Ces nouvelles initiatives-là, je vais vous les présenter tantôt plus en détail, qui vont en bénéficier et tout, mais on observe que juste la bonification du soutien aux aînés coûte 8 milliards du 13,9 milliards. Le montant ponctuel pour coût de la vie qui a été envoyé cette semaine aux gens, mais qui a été annoncé il y a 2 semaines, coûte 3,5. Après ça, on a parlé de l'indexation des tarifs pour limiter la hausse à 3 maximum. Ça coûte un autre 1,6 milliard. Puis là, vous voyez, ben, en plus petit, là, ce qui est prévu pour le logement social, l'abordabilité du logement ou la sécurité à Montréal, c'est des sommes plus modestes, mais qui viennent compléter le 13,9 milliards de nouvelles initiatives de l'automne. Ce sont ces nouvelles initiatives-là qui viennent aggraver le solde budgétaire déficitaire par rapport à la situation qui prévalait soit au budget de 2022 de mars ou soit au rapport préélectoral. Et ici, ce qu'on a fait, on vous présente en bleu les résultats réels indiqués dans la mise à jour économique d'hier. Donc, un déficit prévu pour l'année 2022-23, 5,2 etc. Les chiffres que je viens déjà de vous parler, là. Mais on a enlevé, s'il n'y avait pas eu les nouvelles initiatives de l'automne, bien, on constate que l'année en cours, on serait à l'équilibre budgétaire. Et cet équilibre budgétaire-là comprend en plus la provision pour risque économique de 1 milliard pour 2022-23, 2 milliards par année pour chacune des années 23, 24 et 25. Et on arrive à 1,5 milliard, là, je crois, pour la dernière année. Donc, vous voyez que sans ces nouvelles initiatives-là, le budget aurait été équilibré. Puis si on n'avait pas à utiliser la provision pour risque économique, toutes les années, il serait à l'équilibre. Donc, ça change quand même pas mal le portrait. Je poursuis la réflexion. Je vous ai montré les déficits en bleu toujours. Ce sont ce que la mise à jour économique prévoit. Et je vous ai dit que dans la mise à jour économique, il y a un scénario alternatif de récession. Évidemment, si ce scénario alternatif de récession, c'était lui qui se concrétisait, bien, vous voyez que les déficits budgétaires seraient aggravés, particulièrement pour l'année 23-24 et 24-25. Puis vous voyez pour l'année 26-27, l'année précédant le retour à l'équilibre budgétaire, bien, il serait malgré tout, on n'aurait pas réussi à revenir au même niveau de déficit, mais on serait quand même assez proche avec un 200-300 millions d'écart entre les deux scénarios en termes de solde budgétaire. Pardon. Je reviens tantôt sur notre notion, je disais, la notion d'être ou de ne pas être au plein potentiel économique. Et là, je regarde au scénario de référence, donc qui est le scénario de base là, de la mise à jour économique. Et là, vous voyez, je reviens sur la notion pour dire que les années 22, 23, 24, 25, on est au plein potentiel économique dans le graphique de gauche. Donc, ça, c'est le même graphique que je vous ai présenté tantôt pour le scénario de référence, donc pas de nouveauté. Mais je veux juste vous montrer l'interrelation avec les déficits et l'explication que ce plein potentiel économique-là peut avoir dans les déficits. Et vous voyez, même si, mettons que c'est un peu complexe, vous voyez que pour l'année 22-23, le déficit s'explique par sa composante conjoncturelle, une petite part de provision pour risque et le montant ponctuel qui a été versé pour le coût de la vie, on a pu le mettre du côté conjoncturel de la situation. Et vous voyez que, dans le fond, c'est ce qui explique, pardon, le déficit, c'est la large part conjoncturelle. Puis vous arrivez en 23-24, encore une fois, ou en 24-25, et encore une fois, c'est la provision pour risque qui explique principalement le déficit observé. C'est bon de le garder en tête dans un tel contexte. Si cette provision-là ne s'avère pas nécessaire, ça veut dire qu'on est capable
d'enlever cet élément conjoncturel-là du sol budgétaire et de se rapprocher de l'équilibre alors que nous sommes à notre plein potentiel économique. Bon, on arrive du côté de la loi sur l'équilibre budgétaire. Peut-être juste faire un petit rappel. En 2021, le ministre des Finances a suspendu les principaux paramètres ou les paramètres restrictifs de la loi sur l'équilibre budgétaire. Et il a prévu à ce moment-là que dans le prochain budget, donc le budget qui va être présenté en mars 2023, il va indiquer à quelle période la suspension de la loi sur l'équilibre budgétaire ou des paramètres restrictifs va cesser de s'appliquer. Puis, il va prévoir un plan de retour à l'équilibre budgétaire également. Donc, ça, c'est indiqué déjà dans les budgets précédents. Puis, dans les budgets précédents, on indique aussi qu'on va identifier dans le prochain budget de nouvelles cibles de réduction de l'endettement. Donc, tout ça, c'est des éléments à venir. Aujourd'hui, dans la mise à jour économique ou hier, on revient encore une fois avec la volonté de retrouver l'équilibre budgétaire en 27-28, malgré qu'on aura un déficit de pratiquement 3 milliards de dollars en l'année précédente. Et on y va en disant, notre volonté de retrouver l'équilibre budgétaire s'appuie sur les principes suivants. Donc, c'est les principes du ministère. Un engagement gouvernemental de ne pas alourdir le fardeau fiscal. Bon, on peut les comprendre, ils se sont fait élire avec une volonté même de le réduire, le fardeau fiscal. Une volonté d'accroître le potentiel économique du Québec, une volonté de financer correctement les grandes missions de l'État, une volonté d'arrimer la croissance des dépenses à celle des revenus et une volonté ou un souhait plutôt que le gouvernement fédéral, comme les autres provinces le souhaitent également, ait un financement accru des dépenses de santé. Donc, pour garder ça à l'esprit, c'est ce qui va baliser aussi dans les discussions du ministre des Finances pour le retour à l'équilibre budgétaire. On va du côté des revenus gouvernementaux. Bon, ici, je vous les montre en milliards. Donc, vous voyez que les revenus autonomes sont en augmentation. On va revenir sur les transferts fédéraux. Vous voyez qu'ils augmentent, mais un peu moins. Mais il y a augmentation quand même des revenus de l'État. Après ça, vous voyez par source, bon, chacune des sources de revenus de l'État augmente. Il y a juste l'impôt des sociétés que vous voyez pour l'année 22-23 qui n'a pas d'augmentation, mais c'est parce que l'année 21-22, par rapport à l'année 20-21 qu'on ne voit pas, a fortement augmenté. Là. Donc, ça plafonne un peu avant de reprendre la croissance. Mais vous voyez que sinon, les sources ont tendance à augmenter naturellement dans les prochaines années. Ici, on regarde les transferts fédéraux. Donc, globalement, vous voyez que ça l'augmente peut-être pas beaucoup. Il varie quand même assez peu, mais il faut regarder certaines sources comme les transferts ou les programmes sociaux, transferts santé, même montant en 2024 qu'en 2021. Moins pour les autres programmes en 2024 qu'en 2021, mais quand même, les transferts de péréquation, même si le ministre dit qu'elle diminue en importance dans le total versé, la part du Québec ici, il y a quand même 1,4 milliard de plus qui va être versé en 2024 qui ne l'aurait été en 2021. Il faut, maintenant qu'on a regardé les revenus, il faut quand même aussi regarder les dépenses. Alors, si on regarde les dépenses, bien, les dépenses de portefeuille pour l'année en cours, là, ils augmentent fortement. Santé, services sociaux, 12,7 éducation, 8,1 enseignement supérieur, 16,1 et autres portefeuilles, on pourrait être surpris, c'est des portefeuilles habituellement qui augmentent moins, mais là, 14,7 Il faut quand même un peu expliquer tout ça. Je n'ai pas toutes les explications, mais dans le 12,7, on note notamment l'arrivée de le crédit soutien aux aînés est imputé à santé et services sociaux. Et du côté de autres portefeuilles, bien, le montant ponctuel pour le coût de la vie y est associé aussi. Donc, ça peut expliquer une partie de pourquoi ça augmente autant dans ces postes-là.
Cela dit, vous le voyez ici, de manière totale, les dépenses augmentent. On voit que les mesures COVID perdent de l'importance, puis sinon, les dépenses augmentent. Encore une fois, dans le volet droit de la diapositive, forte augmentation en 22-23, plus faible en 23-24 pour l'ensemble des portefeuilles, mais ça comprend aussi une partie de l'explication qui vient avec les mesures ponctuelles qui ne seront plus là l'année suivante. Donc, ça vient baisser le niveau total des dépenses de portefeuille, qui est, encore une fois, pas l'explication totale, mais une partie de l'explication. Bon, on ne peut pas éviter de parler des dépenses de santé de manière plus spécifique. C'est le principal poste de dépenses. On note d'abord que les dépenses COVID vont disparaître après l'année 23-24, mais ils sont quand même en perte d'importance depuis 2 ans, là, quand même. Puis vous voyez que si on prend le budget santé hors COVID, il passe de près de 56 à 62 milliards en 2 ans. Donc, 2 ans plus tard, ce n'est plus 56, c'est 62 milliards qu'on va dépenser dans le système de santé hors COVID. Donc, un poste en augmentation. Donc, on peut voir là, que je pourrais vous le dire en pourcentage, là, mais si 2022-23, c'est 12,7 d'augmentation, 5 l'année suivante et 5,5 la dernière année en termes d'augmentation annualisée. Bon, du côté du service de la dette. Donc, je vais quand même assez vite là, parce que on a beaucoup de choses à passer, mais on a quand même un peu de temps pour en jaser. Donc, je vais quand même être capable de passer au travers tout ce qu'on a à préparer. Donc, du côté de la dette brute, en argent, elle augmente durant toute la période. Elle atteint 224 milliards pour l'année en cours, puis elle va atteindre 246 milliards au terme de l'année 26-27. Cela dit, dans la prochaine diapo, au lieu de la regarder en argent, on va la regarder en l'importance relative par rapport au PIB. Puis là, on va pouvoir observer qu'elle est en décroissance. Donc, quand même, c'est rassurant. Et du côté du volet droit de la diapo, bien, ce qu'on voulait vous montrer ici, c'est évidemment, quand la Banque du Canada augmente son taux directeur, on dit beaucoup, bon, les ménages qui ont des hypothèques vont souffrir, particulièrement ceux qui ont des hypothèques à taux variable. Mais évidemment, les gouvernements qui ont emprunté, lorsqu'ils vont devoir renouveler leurs obligations, ça va également leur coûter plus cher. Puis là, vous voyez pour l'année 2022-23, bien, les changements dans les taux directeurs, bien, ils amènent une augmentation de 8,8 à 10,5 milliards annuellement qu'on doit consacrer aux intérêts sur notre dette. Puis vous voyez, chacune des années suivantes est également plus élevée suite à la mise à jour économique que ce qu'on escomptait au budget dernier. Notamment la dernière année, là, on peut voir qu'on pensait que ça serait 8,8 milliards, mais des taux plus hauts quand on renouvelle les obligations sur quelques années, on serait plutôt rendu à 11,2 d'intérêt sur la dette annuelle au lieu du 8,8 prévu. Bon, ça, c'est nos données dette en milliards et service de la dette qui se rajoutent aux dépenses de portefeuille annuellement. Maintenant, la dette, on peut l'observer aussi en fonction de son importance relative par rapport au PIB. Et comme dans la loi sur la réduction de la dette qui institue le Fonds des générations, ils se sont mis 2 indicateurs, la dette brute en pourcentage du PIB et la dette représentant les déficits cumulés en pourcentage du PIB. Bien, je vous les présente les deux. Donc, à gauche, le ratio de dette brute PIB, puis vous voyez qu'il est en forte diminution. Vous voyez qu'à part le petit soubresaut qu'on a pu voir pour l'année 2020, la chute se poursuit. Et si bien que dans la loi sur la réduction de la dette, la cible, c'était 45 en 2025-26. Et là, on observe qu'on est déjà sous le 45 même si nous ne sommes pas encore arrivés à la fin, au 31 mars 2026. Du côté droit, la dette représentant les déficits cumulés en pourcentage du PIB, la cible de la loi sur la réduction de la dette, c'est 17 Puis vous voyez qu'on va l'avoir atteint quand même au 31 mars 2026. Donc, la dette, cet indicateur-là ou cet objectif-là serait atteint.
Comme je vous l'ai déjà dit, je le répète une autre fois, le ministre s'est engagé lors de son prochain budget à se donner, à mettre à jour la loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations pour avoir une nouvelle cible sur un horizon de 10 à 15 ans à atteindre en matière d'endettement. On pourrait dire, mais pourquoi se fixer des nouvelles cibles puisqu'elles sont atteintes? La prochaine diapo l'explique peut-être mieux. Ici, là, je prends un troisième concept de dette qui nous permet de mieux se comparer sur la scène interprovinciale. Donc, le concept de dette nette qui tient compte des actifs financiers du gouvernement. Et là, on s'aperçoit que malgré les efforts de réduction de la dette avec le Fonds des générations, le Québec a toujours ou a encore la troisième dette la plus importante en proportion de son économie. Donc, on s'est amélioré par rapport à la moyenne canadienne depuis 15 ans, mais on est encore la troisième dette la plus importante. Fait que là, le ministre, quand il va fixer des nouvelles cibles, quelles seront les nouvelles cibles? On ne le sait pas encore. Ça pourrait être, certains économistes avaient proposé dans ces dernières années, lors d'une espèce de table ronde, de dire ça pourrait être la moyenne canadienne. Puis une fois qu'on sera à la moyenne canadienne, bien, on aura atteint notre objectif, en autant qu'on s'y maintienne. Mais bon, on verra dans le prochain budget, donc, qu'est-ce que le ministre choisira comme cible d'endettement. Bon, on a parlé d'économie, on a parlé d'impact de l'économie sur les indicateurs de finances publiques. Maintenant, on va aller. La chaire a quand même un deuxième volet important, c'est la fiscalité. On va regarder comment se répercute la mise à jour économique d'hier en matière de mesures fiscales. Comme il n'y en a pas pour les sociétés, bien, on s'est concentré sur les mesures fiscales qui touchent les particuliers. Bon, le ministère des Finances a fait sa mise à jour économique tard. Ils n'ont pas pu résister ou ils n'ont pas pu attendre de mettre dans la mise à jour économique les promesses qu'ils avaient faites, comme le nouveau montant ponctuel pour le coût de la vie. Alors, ce nouveau montant-là était annoncé il y a quelques semaines pour s'assurer que les gens aient les sommes avant Noël. Donc, ils en ont quand même reparlé hier. Donc, je fais juste vous le dire, là, ça fait partie des mesures annoncées cet automne. Un crédit d'impôt versé aux gens selon leurs revenus, entre 600 et 400 dollars selon le revenu net individuel des ménages. Ces sommes-là sont versées à 6,5 millions de Québécois actuellement. Et le coût non récurrent de cette mesure-là, c'est 3,5 milliards. On l'a vu, elle faisait partie là, des 13,9 milliards d'initiatives. Donc, mesure ponctuelle, une seule année, 3,5 milliards. Un autre élément qui faisait partie des actions gouvernementales découlant des promesses qui avaient été faites à l'automne dernier, c'était la volonté de plafonner l'indexation des tarifs gouvernementaux à un maximum de 3 %. Ça aussi, la loi a été déposée dès la reprise des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale, pas plus tard que la semaine dernière. Et le gouvernement s'engage à appliquer cette limitation-là, non seulement juste pour 2023, mais pour l'ensemble de 2023 à 2026. Celui-là, on en a un peu moins parlé, même si c'est un rappel. Fait que je vais vous rappeler que ça concerne, qu'est-ce qu'un tarif gouvernemental? Bien, ça concerne les permis de conduire, ça concerne ce que l'on doit payer comme contribution dans un centre de soins longue durée, ça concerne les tarifs d'hydro, les frais de garde, les frais de scolarité à l'université. Et ça concerne également, il y en a d'autres, là, mais les demandes de sélection là, pour l'immigration. Donc, il y a des tarifs à ça. Tout ça ne peut pas augmenter de plus que 3 % par année. Le coût de cette initiative-là, en plafonnant certaines hausses, on parle d'un coût estimé à 1,6 milliard sur 5 ans. Mais ça, c'est comme je vous dis, c'est des annonces qui avaient déjà été faites. Allons voir la nouveauté. Allons voir certaines mesures qui ont été annoncées hier, pardon. Et donc, une mesure qui a été annoncée hier, c'est l'indexation du régime fiscal. Bon, on le sait, c'est inscrit dans le régime fiscal. Ce n'est pas une surprise que ça soit fait, mais l'indexation du régime fiscal est faite à chaque année. Il est fait effectivement avec un petit décalage. Donc, on peut observer qu'en 2022, sur la base de l'inflation connue dans les 12 mois précédents qui se terminaient au 1er octobre,
on n'avait pas assez indexé par rapport à l'inflation qu'on a connue en 2022. Par contre, on voit pour 2023, on semble indexer plus que l'inflation qui est projetée pour 2023. Donc, sur un cycle de plusieurs années, l'indexation égale l'inflation. Et donc, ça vient s'ajouter aux annonces gouvernementales. Juste l'indexation de l'année 2023, on parle de 2,2 milliards de dollars, auquel cas on peut rajouter presque 200 millions qui se rajouteraient pour l'indexation de l'aide sociale qui, comme telle, ne fait pas partie du régime fiscal. Je vais essayer ici de vous montrer concrètement ça veut dire quoi indexer le régime fiscal à 6,44 pour l'année 2023? Bien, ça veut dire des tranches d'imposition qui vont être rehaussées. Donc, vous voyez dans le tableau, le premier seuil du barème, mais tous les autres seuils du barème aussi, c'est le cas, mais je vous présente juste le premier seuil. Bien, au lieu que le deuxième seuil débute à 46 295, il va commencer près de 3 000 plus loin à 49 275. Donc, les gens vont pouvoir bénéficier d'un premier taux plus longtemps grâce à l'indexation. Le montant personnel de base qui se trouve à ramener l'impôt à zéro sur une première tranche de revenus, bien, au lieu que le montant personnel de base s'applique sur 16 143, il va s'appliquer sur 17 183, donc 1 040 plus généreux le montant personnel de base. Les allocations famille, le montant maximum par enfant est majoré de 168 grâce à l'indexation. Puis, par exemple, le crédit solidarité, passé un certain seuil, on commence à perdre le maximum du crédit solidarité. Bien, vous voyez, ce seuil-là est repoussé de 2 400 grâce à l'indexation. Donc, ça a un effet concret, l'indexation. Ça bonifie les crédits prestations et les paramètres fiscaux font en sorte que si votre revenu fait juste augmenter à l'inflation, vous ne devriez pas être perdant avec les mesures gouvernementales. Bon, on va voir du côté de la principale bonification ou l'annonce fiscale qui a été faite hier, qui est une forte bonification, c'est celui du crédit remboursable pour soutien aux aînés. Le crédit remboursable pour soutien aux aînés a débuté en 2018 par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. À l'époque, c'était à 200 $, on le perdait assez vite, c'était vraiment pour les revenus modestes. Dans la mise à jour économique de l'année précédente, on a doublé ce montant-là à 400 $. Puis là, avec l'indexation, ce 400 $-là est passé à 411 $ pour l'année 2022. Puis là, vous voyez qu'on le perd quand même assez vite. Puis pour un couple, ça s'applique aux conjoints, ça s'applique aux aînés qui ont 70 ans et plus. Et pour un couple, on double le montant. Puis là, on a un seuil de réduction. Puis vous voyez qu'on a des seuils de réduction qui sont quand même assez modestes, qui font en sorte que les seuils de sortie le sont tout autant. Ça, c'est la mesure actuelle. Avec la bonification, on constate que, parce qu'on bonifie à 2 000 $, donc c'est quand même assez gros, on constate donc que les gens qui en bénéficiaient vont en avoir beaucoup plus et il y a des gens qui n'en bénéficiaient pas parce qu'il y avait des revenus trop élevés par rapport au seuil de sortie qui vont maintenant en bénéficier. Le nouveau seuil de sortie pour une personne seule aînée de 70 ans et plus, c'est 64 200 au lieu de 32 400. Puis pour un couple, au lieu de ne plus y avoir droit à 56 000, on va cesser d'y avoir droit à 119 350. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de nouveaux bénéficiaires. D'ailleurs, ça se confirme ici. La mesure, je vous l'ai dit tantôt, sur 5 ans, coûte 8 milliards. Puis le nombre de bénéficiaires passe de 700 000 à 1,1 million. 1,1 million de personnes de 70 ans et plus qui vont y avoir droit. C'est 85, je n'ai pas le chiffre exact sous les yeux, mais c'est autour de 85 % de toutes les personnes admissibles. Donc, ce crédit soutien aux aînés-là est évidemment non imposable. Je crois avoir vu passer une question rapidement, mais elle a disparu du coin de l'œil, donc j'essaie d'y répondre. Ce qu'il faut noter dans cette partie de ce crédit-là, c'est je viens de parler de l'indexation, là, mais le montant maximal de ce crédit-là, de manière volontaire, le ministère des Finances a choisi de ne pas l'indexer. C'est comme s'il faisait un aveu qu'il y avait peut-être majoré le montant un peu trop, puis ça fait qu'il y a des gens
qui ont des revenus peut-être un peu trop élevés qui y ont droit, donc ils ont choisi de ne pas indexer le montant maximal. Donc, c'est bien indiqué, ce n'est pas une erreur, c'est bien indiqué. Puis, c'est aussi indiqué que les seuils, par contre, de réduction, eux, vont être indexés, mais il y avait une volonté de ne pas changer le seuil de sortie. Donc, puisque les seuils de réduction, le seuil à partir du moment où vous commencez à le perdre, bouge, puis qu'on veut que vous avez terminé de le perdre au même moment, bien, il faut que le taux de réduction soit revalorisé, ils disent revalorisé, soit augmenté d'une année à l'autre, si bien qu'en 2022, le taux de réduction, il est 5 %. En 2023, il va être 5,16. Il y a toute une formule de calcul dans le bulletin d'information. L'année suivante, par exemple, il pourrait être 5,30. Vous voyez comme ça, le taux va augmenter. Ici, on ne le voit pas très bien, mais je voulais quand même vous le montrer. Donc, le seuil de réduction va passer de 39 350 à 41 880. Mais on va avoir un taux de réduction plus vite pour toujours cesser de le perdre à 119 350. Bon, une année, ce n'est pas très visible, mais vous voyez, après 5 ans, après 15 ans, là, vous voyez, le seuil de réduction va se déplacer dans le temps, quand même assez loin, mais le taux de réduction, lui, va aussi augmenter. Donc, en 2037, c'est un exemple théorique, là, on ne sait pas si un gouvernement d'ici là pourrait changer les paramètres, mais le seuil va être majoré où débute la réduction, mais le taux de réduction va être rendu non plus de 5 mais va être à 6,34 pour toujours, pour un couple d'aînés, l'avoir perdu, par exemple, à 119 350. Bon, on ne pouvait pas laisser des fiscalistes ne pas s'amuser. Une fois qu'on monte ça, ce qu'on voulait vous montrer, c'est pour un couple d'aînés qui a des faibles revenus, donc qui est sous le seuil ou le taux réduit, même si on indexe son revenu familial au même taux que l'inflation, même si on fait ça, puis que son revenu familial passe de 30 000 à 33 000 à 41 000 dans le temps, là, en dollars courants, vous voyez que sa prestation, elle ne bougera pas. Elle ne sera pas réduite, elle ne bougera pas, elle va être de 4 000 tout le temps. C'est sûr, l'importance du 4 000 dans son total de revenus, lui, va diminuer. Par contre, si on s'en va à quelqu'un qui est frappé par la zone de réduction, mais qui est au début de la zone de réduction, donc disons un couple avec 60 000 de revenus familial, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, la prestation reçue va diminuer en dollars, en dollars de chacune des années. Là. Donc, l'importance relative aussi va diminuer dans le total des revenus, bien évidemment. Puis quelqu'un qui est proche du seuil de sortie, donc 90 000, bien, vous voyez que la prestation va fortement réduire et dans cet exemple-là, c'est un peu ce qu'on voulait illustrer. Bien, si vous n'avez à 90 000 cette année, comme on n'indexe pas le montant puis qu'on augmente le seuil de réduction, bien, en 2037, ce ménage-là, il n'y aurait plus droit. Là. Donc, c'est un peu la conséquence des paramètres qui ont été choisis de manière volontaire pour ramener ce crédit-là peut-être à un certain contrôle de coût, parce que juste pour l'année 2022, on parle de 1,5 milliard de plus là, suite à la bonification du régime. Et là, ce qui est intéressant, c'est en lien avec la forte bonification du crédit soutien aux aînés, on abolit le crédit d'impôt remboursable pour l'activité physique des aînés. Ce crédit existe depuis quelques années, mais il n'est pas fortement généreux. Il y avait 40 000 bénéficiaires qui en profitaient du crédit remboursable pour activité physique des aînés de 70 ans et plus. Mais le coût total du crédit ne coûtait que 1,5 million. Donc, ça veut dire que chaque personne bénéficiaire avait un maximum d'économie d'impôt de 40 $. Donc, ça ne donne pas un grand changement. Quand on arrive dans le changement, on vient dire, bien là, comme on vient donner beaucoup d'argent au soutien aux aînés, les aînés auront plus d'argent dans leur poche, puis ils feront bien ce qu'ils veulent avec cet argent-là, dont défrayer des activités physiques, mais ils abolissent cette mesure-là. Un dernier changement, puis on arrive à la fin de la présentation, mais un dernier changement, c'est le gouvernement du Québec a annoncé hier une taxation coordonnée des produits du vapotage. Donc, dans le budget d'avril 2022 du gouvernement fédéral, il y avait la volonté de
taxer les produits du vapotage, puis il y avait une main tendue vers les provinces d'appliquer également, à travers la législation fédérale, une taxation des provinces dans les produits du vapotage. Fait que un peu comme on a fait dans le cannabis, c'est le fédéral qui applique les droits supplémentaires des provinces et qui est reversé par la suite aux provinces. Puis vous voyez, là, donc, ça va s'appliquer. On parle de revenus estimés grosso modo par année de taxation du vapotage pour le gouvernement du Québec de 40 millions par an. Bon, ça nous amène aussi à un point qui n'est pas du tout abordé dans la mise à jour économique, mais qui a été un peu plus abordé par les entrevues du ministre des Finances. Et c'est qu'est-ce qui se passe avec la baisse d'impôts promise? Bien, la baisse d'impôts promise, à titre de rappel, c'était baisser de 1 point de pourcentage les 2 premiers taux du barème d'imposition. Donc, vous voyez ici dans le tableau en bas les tranches et les taux du barème d'imposition pour 2023. Puis là, on ferait passer le taux de 15 à 14 pour le premier taux, puis de 20 à 19 pour le deuxième taux. C'est la promesse fiscale qui a été faite par l'actuel gouvernement, mais il y avait d'autres partis qui promettaient de faire des réductions des 2 premiers taux du barème d'imposition. On parle d'un coût estimé pour la première année de 1,7 milliard. Puis le gouvernement, lorsqu'il était en campagne électorale, donc le parti politique, a indiqué dans son cadre financier vouloir financer ces baisses d'impôts-là par une réduction des montants qui seraient versés annuellement au Fonds des générations. Donc, ça, c'est autour de la promesse de réduire les impôts sur le revenu des particuliers des 2 premiers taux. Donc, ici, ce qu'on amène un peu comme considération, donc, le ministre, il n'y a aucun mot qui apparaît dans la mise à jour économique, mais lors des entrevues du ministre, il a parlé que la baisse d'impôts pourrait se faire lors du budget de mars, puis il a dit, bien, comme on va avoir fini de lutter contre l'inflation, comme l'économie devrait ralentir parce qu'on a des signaux que la croissance économique sera faible en 2023, voire même un scénario de récession, la baisse d'impôts pourra faire un stimuli. Donc ça, c'est la volonté du ministre de passer la réduction fiscale comme étant un stimuli pour l'année 2023. Nous, ce qu'on voulait juste soulever, puis je l'avais dit d'entrée de jeu un peu au début de la conférence, c'est à nos yeux, il y a des conditions préalables à réduire l'impôt. La loi sur l'équilibre budgétaire, pour le moment, il y a des paramètres entiers qui ne s'appliquent pas. On pense que la totalité de la loi devrait se réappliquer. On pense qu'à cet égard-là, le gouvernement devrait présenter dans le prochain budget un plan de résorption des déficits pour dire quels seraient les déficits d'ici 27-28, mais 27-28 sera à l'équilibre. Comme le ministre parle d'avoir des nouvelles cibles d'endettement sur un horizon de 10 à 15 ans, il devrait être fixé avant qu'on veuille procéder aux baisses d'impôts. Puis là, on verra, pour atteindre les cibles de réduction de l'endettement, c'est quoi les versements au Fonds des générations qui sont requis. Puis une fois tout ça fait, il reste-tu de la marge de manœuvre pour procéder aux baisses d'impôts? Alors, à nos yeux, c'est dans cet ordre-là qu'il faut faire ça. Donc, le prochain budget sera quand même attendu pour voir est-ce qu'on va retrouver toutes les conditions gagnantes pour ceux qui veulent une réduction d'impôts. Bon, maintenant, après, qu'est-ce qu'il nous reste à vous dire? Bien, il nous reste à vous dire que Noël s'en vient, mais il reste encore quelques activités avant Noël. Donc, du côté gauche, je vous lance une invitation. Donc, le Cercle Finance Québec, l'Association des économistes québécois, la chaire en fiscalité, l'Institut du Québec, donc, ont convié à essayer d'échanger avec le ministre des Finances, Éric Girard, la semaine prochaine, dans une semaine jour pour jour, pour essayer de voir, de discuter autour de la mise à jour économique et financière. Donc, c'est un rendez-vous dans une semaine pour ça. Puis par la suite, avant Noël, bien, la chaire veut vous présenter, dans le cadre d'un midi-conférence encore, est-ce que le pouvoir d'achat des ménages québécois, entre la hausse ou la forte inflation qu'on a connue ces dernières années et les mesures ponctuelles qui ont été mises en place, est-ce que le pouvoir d'achat des ménages, selon certains types de ménages, s'est amélioré, maintenu, échangé ou détérioré? C'est l'objectif central de cette prochaine présentation-là. Et j'arrive évidemment, avant de céder la parole à Suzy, à un dernier point. Donc là, on est
passé le jour de l'an, donc on sera rendu en 2023, mais notre première activité traditionnelle à la chaire, c'est de vous présenter le bilan de la fiscalité. Le ministre des Finances a accepté de venir faire un discours comme il le fait souvent avec nous. Et donc, probablement qu'il nous présentera quels seront les grands paramètres des consultations budgétaires ou peut-être ils viendront d'être annoncés, on ne sait pas, mais ça risque de tourner autour de ça. Puis nous, ben, on présentera les indicateurs du bilan de la fiscalité. Alors, merci pour vous. On reste disponible pour les questions. Je donne la parole à Suzy. Oui. Est-ce que tu enlèves le partage? Il y a une petite diapo à partager que j'ai oublié de mettre dans la présentation. Donc, oui, merci beaucoup. Et on va avoir quelques minutes, pas beaucoup, parce que finalement, il y avait beaucoup de contenu dans cette mise à jour-là. Donc, j'essaye d'enlever le partage, mais faudrait que tu prennes le contrôle. Là, OK. Je vais voir si je peux pas. Bon, regarde, je vais le dire au lieu de l'afficher, c'est pas très grave. Je tenais à remercier de vive voix notre partenaire de diffusion lors de cette activité-là, un partenaire important, donc l'Association de planification fiscale et financière. Donc, c'est important de les remercier. Grâce à eux, ça génère beaucoup de participation aussi. On est très heureux de cette collaboration-là. Donc, c'est ce que je voulais dire à cet égard-là. Donc, merci Luc pour tout ça. On a quelques questions. Donc, d'abord, M. Aubry qui s'interroge sur la notion de service. Donc, est-ce que les missions de l'État sont adéquatement financées dans le cadre budgétaire, finalement? Et il ajoute que quand le ministre parle de promesses de baisse d'impôts et de hausse de certaines dépenses, il ne parle pas tant de l'état des services qui craque de toutes parts. Donc, c'est sûr que la notion est un peu difficile à voir ces notions-là ne sont pas tant abordées dans la mise à jour économique. Bon. Je ne sais pas si c'est pas tant une question qu'un commentaire de Jean-Pierre, mais effectivement, il n'y a pas de mesure de est-ce que les services, les principales missions de l'État sont adéquatement financées. Il n'y a pas une mesure qu'on peut suivre dans le temps. Mais quand les indicateurs indirects qu'on peut voir, c'est le temps d'attente dans les hôpitaux, la qualité de l'air dans les écoles, ça naît des indicateurs de qualité des services publics, là. Mais il n'y a pas de suivi avec un indicateur macro qui dit oui, nos services sont bien financés. Mais le ministre s'engage à dire les services que vous voyez là actuellement, on va les principales missions, on va les faire croître. Puis il y a toutes les autres dépenses de programme qui, eux, dans les prochaines années, risquent de croître beaucoup plus lentement, là. Puis il y a peut-être, Suzy, un dernier mot, juste dans la mise à jour économique, il y a quand même un élément. Le ministre a parlé d'évaluation de programme. Donc, ça reste, c'est pas tout à fait ce que Jean-Pierre Aubry a en tête, mais d'évaluation de programme. Donc, d'évaluer les programmes. Et il y a un objectif d'économie à travers cette évaluation de programme qui est fixé pour l'année prochaine à 1,5 milliard, 800 millions l'année suivante. Mais sur les 4 prochaines années, là, chaque année, il y a des économies découlant de l'évaluation de programme qui doit être faite en parallèle à l'évolution des dépenses de manière générale. Merci. Quelqu'un pose une question relativement aux cotisations au RRQ en demandant est-ce qu'à partir de 65 ans, elles deviendront facultatives. Ce n'était pas dans la mise à jour économique, naturellement. Ce n'était pas dans la mise à jour économique, mais ce matin, le Retraite Québec a lancé à travers le régime des rentes. Je crois qu'il y a des consultations publiques. Je n'ai pas eu le temps de regarder attentivement, mais je comprends qu'il y aura des consultations publiques sur le régime des rentes les 5 ou 6 ans. Et là-dedans, il part probablement qu'il y aura la question de une fois à 65 ans, à la retraite, si je veux poursuivre sur le marché du travail, rendre les cotisations facultatives. C'est ce qui existe déjà ailleurs au Canada. Et si on va lire le discours d'ouverture du premier ministre François Legault, c'est indiqué qu'il donne la mission au ministre des Finances de le faire. Donc, assurément que ça va être fait prochainement. À quel moment ça rentre en vigueur, ça, je ne peux pas m'avancer par contre là-dessus.
Merci. Il y a encore des questions. Malheureusement, on avait quand même noté qu'on terminait à 13 heures, donc on va arrêter ici. Encore une fois, merci à tous de votre participation. C'est très apprécié. Il y avait plus de 215 personnes là, qui se sont connectées lors d'une midi-conférence. Donc, très heureux et on vous attend en aussi grand nombre lors de nos prochaines activités. Merci à toi, Luc. Merci à tous. Bye bye.